Et pour mieux comprendre la situation au Bénin, Vincent Hugeux, journaliste, enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique et auteur de nombreux ouvrages, dont Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial, paru aux éditions Perrin, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'a entendu, Patrice Talon a été réélu avec 86% des voix selon les chiffres de la commission électorale. Un plébiscite dès le premier tour, on peut dire que tout était joué d'avance. C'était plié d'une certaine manière. Les deux candidats qui faisaient face aux sortants étaient des faire-valoir. Deux anciens députés d'ailleurs, dont l'un obtient un peu plus de 11%, l'autre à peine davantage que 2%. C'était vraiment histoire d'entretenir l'illusion. Inconnu du grand public. Inconnu en tout cas, au moins pour l'un d'entre eux. Donc voilà, il fallait entretenir l'illusion d'une adversité, d'un choix, mais la seule interrogation qui pesait, c'était l'ampleur de son triomphe et puis, très important en termes de légitimité, le taux de participation. Oui, alors justement, à peine 50%, c'est ça. En plus, affiché officiellement à un peu plus de 50%, selon les plateformes de société civile qui ont étudié le dossier via leurs observateurs, on serait plus proche de 26 à 30% que de 50%. Alors comment l'expliquez-vous, Patrice Talon n'est pas si populaire que ça, finalement? Mais vous savez, il y a chez lui une coquetterie assez paradoxale qui consiste à faire de l'impopularité une sorte d'atout. En ce sens qu'on le sent bien d'ailleurs dans l'extrait d'interview que l'on vient d'entendre, il veut rompre avec la classe politicienne traditionnelle. Il est un homme d'affaires, il a réussi. 15e fortune d'Afrique en 2015 selon le classement Forbes, donc mania du coton, des intrants agricoles, etc. Et il fait partie de ces acteurs qui inclinent à penser que l'on peut diriger un pays comme une société privée. Ce qui, à mon avis, est un raccourci assez périlleux, puisque vous avez à la fois un progrès économique volontariste, c'est un fonceur, un moderniste, eau, électricité, infrastructure, mais une régression démocratique. D'une certaine manière, sa trajectoire me rappelle un peu celle d'un Paul Kagame au Rwanda. C'est-à-dire le culte de la performance économique, attirer les investisseurs, mettre les fonctionnaires au boulot, rompre avec une vieille tradition un peu laxiste avec la COP, mais au prix d'une régression, d'une rétraction de l'espace démocratique qui, me semble-t-il, est un problème et qui est attesté par beaucoup d'experts et d'analystes. Alors, lors de sa campagne de 2016, il avait fait pourtant une promesse de faire un mandat unique. Pourquoi a-t-il changé d'avis? On le comprend assez bien. C'est un grand classique, si vous voulez. Alors, d'abord, il n'est pas le premier. Je me souviens de l'époque où Macky Sall, le chef d'État sénégalais, promettait lui aussi de ne faire qu'un mandat. Vous savez, c'est un peu la malédiction de l'opposant historique. Il a été, on l'a vu en exil. Moi, je me souviens de la rencontrer à vous l'avez rencontré à Paris, traversée du justement. désert dans un grand hôtel parisien. Il y a cette idée que, au fond, il faut faire vite, il faut rattraper le temps perdu, et je suis le seul à être capable de le faire. Je ne vais quand même pas priver mon peuple d'un guide aussi inspiré et aussi énergique que moi. Je caricature à peine en termes de psychologie, et en général, d'ailleurs, c'est une tentation qui est cultivée et amplifiée par un entourage très déférent. Et donc, il y a cette idée que, voilà, j'ai cette mission, il y a une dimension presque messianique, en quelque sorte, c'est à moi de faire le boulot. Et lorsque vous l'avez rencontré à Paris, justement, quelle impression vous a-t-il faite? Mais précisément de quelqu'un qui pensait pouvoir, en quelque sorte, propulser le bon vieux Dahomey, le bon vieux Bénin, dans une ère de modernité et d'efficacité. C'est le culte obsessionnel de la rationalité et qui vient encore une fois de temps à autre heurter les canons habituels du pluralisme, de la démocratie. On l'évoquait à juste titre dans le sujet. Il y a eu une éviction systématique sous divers prétextes de ses rivaux potentiels, en tout cas de ceux qui étaient significatifs. Et puis n'oublions pas aussi que par un appareillage législatif, on a aujourd'hui une Assemblée nationale depuis 2019 qui est totalement monocolore.
deux partis inféodés à la mouvance présidentielle et que, par exemple, la commission électorale a disqualifié ceux qui auraient pu être, en quelque sorte, des challengers crédibles. Donc il était presque seul sur le ring, on peut dire. Absolument. Alors le Bénin était l'un des précurseurs de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Qu'en est-il aujourd'hui? La démocratie est-elle en danger dans ce pays? C'est tout le paradoxe, hein, c'est qu'effectivement, on se souvient que le Bénin a été le pionnier de ce qu'on appelait les conférences nationales souveraines au début des années 90, le symbole. Et puis on surnommait l'ancien Dahomey un peu la Sorbonne ouest-africaine, le quartier latin de la région. Oui, quand vous regardez par exemple, très simplement, Reporters sans frontières, le Bénin vient de perdre 17 places au classement annuel. Parce que via une loi code du numérique, on a un peu bâillonné certains médias, certains journalistes. Vous avez un think tank américain qui s'appelle Freedom House, qui veille aux libertés publiques, à la démocratie. Et bien de même, le Bénin a perdu 14 points. Donc oui, il y a une altération, une dégradation indubitable de l'image démocratique de ce pays. Alors une dernière question, ce scrutin présidentiel s'est déroulé, on l'a dit, dans un contexte tendu, des manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre. Est-ce qu'une paix sociale durable est possible au Bénin ? Il faudrait que le contexte soit assaini. On a quand même eu, voilà quelques jours, un ministre de l'Intérieur qui a dénoncé une grande œuvre de déstabilisation planifiée par des acteurs d'ailleurs non identifiés. C'est d'ailleurs à rappeler un peu la rhétorique de l'époque où le Bénin était afro-marxiste. Donc je veux dire, on ne peut pas sur ces bases-là construire la restauration d'un dialogue confiant en recourant aux vieilles recettes de l'accusation, de complot, etc. Ça n'est pas la voie la plus cohérente. Merci beaucoup Vincent Hugeux pour cette analyse très intéressante. Je rappelle que vous êtes journaliste, enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique et auteur de Tyrans d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial. Merci infiniment pour cet entretien.